L'invité ce matin, Gilles Legendre, député Renaissance de Paris. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Patrick Roger. 3 motions de censure rejetées à l'Assemblée. Le gouvernement a-t-il tremblé hier? Pour la première fois, le RN et la NUPES réunis, ou presque. On va aborder ces coups de théâtre ainsi que toutes les autres questions d'actualité. Commençons donc avec les motions de censure sur le budget. Le RN avait créé la surprise hier en fin de journée en appelant à voter celle de la NUPES. LR ne l'a pas voté, ce qui a sauvé le gouvernement. Vous avez tout de même senti un avertissement ou pas de la part des partis d'opposition? Le gouvernement et notre majorité ont un objectif, c'est que le 1er janvier, la France ait un budget pour les services publics et un budget pour la sécurité sociale. Ce sera le cas. Alors c'est vrai, hier, nos oppositions nous ont offert un summum de théâtre politicien. Pourquoi summum de théâtre? Parce que on était constamment dans les coups politiques, dans les fausses alliances, dans les fausses convergences, dans les fausses polémiques, à milieu, d'une part, des transformations profondes que doit engager notre pays dans un contexte ô combien compliqué, la guerre en Ukraine, l'inflation, la nécessité de transformer les services publics, et aussi à milieu de ce que les Français ont souhaité quand ils ont porté une majorité, Est-ce que vous en êtes sûr, ça, Gilles Legendre? Parce que sur le fond, les oppositions vous reprochent un budget pas à la hauteur des besoins du pays. Et par exemple, de ne pas avoir suffisamment retenu des amendements, dont celui, par exemple, des super dividendes. C'est peut-être pas du théâtre, on peut ça. prendre un amendement l'un après l'autre. Ce qui compte, c'est la vision globale. C'est un budget qui permet au pays à la fois de poursuivre ses transformations, d'investir dans son avenir, et notamment dans la transition écologique, mais qui aussi tient compte d'un contexte d'inflation brutale qui frappe l'ensemble des pays et qui exige pour les Français les plus fragiles, les plus défavorisés, des protections de très haute intensité. Ces protections sont incluses dans le budget qui a été adopté hier en première lecture. Selon vous, mais pas forcément selon l'opposition qui a le droit d'avoir un autre regard. Quand vous dites c'est du théâtre, un summum de théâtre, non, mais pas forcément. Les oppositions. Les oppositions ont évidemment tous les droits. Je ne dénie absolument pas le droit de s'opposer, c'est même un devoir du point de vue démocratique. Je dis simplement que elles se sont engagées dès le début de la discussion sur une stratégie d'opposition systématique, radicale. Il était donc normal que nous réagissions. Mais attendez, Patrick Roger, je ne suis pas en train de peindre le tableau en vert. En aucun cas. Le 49.3, il est légal. Il est même utile, comme je viens de le démontrer, pour que la France puisse être dotée de ces deux budgets. Mais il n'est pas banal. Et je soutiens qu'en effet, si nous devons gouverner pendant une longue période avec le 49.3, notamment pour la période budgétaire, nous n'en sortirons pas totalement indemnes. Oui, alors c'est ça. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne avaient promis une méthode nouvelle de dialogue, de construction. Quid de cette méthode, alors justement? D'abord, pour faire du dialogue, il faut être deux. Et moi, je sens qu'il y a eu beaucoup plus de propositions, d'initiatives, de lieux, de rencontres à l'initiative du gouvernement et de notre majorité qui se sont heurtés par des refus systématiques de la part de nos oppositions. Néanmoins, si on prend un tout petit peu de recul et si on essaye d'être objectif, c'est vrai que la nouvelle donne politique créée par la majorité, par la majorité relative portée aux urnes au mois de juin dernier implique un fonctionnement global des institutions et de notre vie politique dont nous n'avons majorité et opposition pas l'habitude. C'est ça qu'il faut que nous arrivions coûte que coûte à instaurer en notre sein. Gilles Legendre, ce que vous dites, c'est que finalement on va pas tenir comme ça pendant 5 ans, quoi. Avec des coups de théâtre en permanence, je pense que les 49.3 qui est limité dans l'utilisation. Je pense que les Français nous en voudraient énormément de ne pas être capables d'instaurer cette culture du compromis, cette culture de la discussion, du vrai débat, pas du faux débat, pas du théâtre, comme on l'a eu hier soir. Ça doit passer où, cette discussion? Alors, ça doit être dans les coulisses, etc. Est-ce que la majorité, les députés, n'ont pas fait le boulot auparavant, quoi?
Comment est-ce que c'est ça? C'est-à-dire de discuter avec la majorité, les députés de la majorité, d'aller rencontrer... On a beaucoup discuté. D'ailleurs, on a eu un mois de septembre entièrement dédié aux discussions, puisque nous ne siégions pas, puisqu'il n'avait pas de session. Donc, vous savez, c'est plus ça, dans les comportements... Une erreur, alors, justement. Non, pas du tout, parce que ça a permis, par exemple, le dialogue de Bercy, quand les deux ministres de l'économie et des comptes publics ont reçu l'ensemble des forces politiques pour essayer de trouver des compromis. Non, mais vous savez, c'est le peuple qui mettra la pression. Aujourd'hui, le peuple veut qu'on soit gouverné avec le sens du compromis, une sens de coalition éventuellement. Est-ce qu'il faut pour ça faire évoluer nos institutions? Vous le savez, le président de la République a promis une commission transpartisane, et le mot important, c'est transpartisane sur les institutions. Je pense que nous pourrions réfléchir à des transformations de ces institutions, précisément en ayant en tête l'idée que les Français en ont assez d'une pratique politique de l'affrontement. Pendant ce quinquennat, quoi. C'est ça. Ah mais c'est une promesse présidentielle, et la commission transpartisane verra le jour dans quelques semaines ou quelques mois. Pour éclairer les auditeurs, comment ça pourrait se concrétiser, ça? Alors justement, cette commission, il y aurait des gens de tout bord? Écoutez, c'est au président de la République de dire comment elle doit être composée. Ce qui est certain, c'est qu'au sein de notre groupe Renaissance, nous sommes en train de créer un groupe de travail qui travaillera sur ces questions, qui proposera, qui apportera des propositions, et qui les apportera évidemment à la commission transpartisane sur les institutions. Et également aux membres du RN et de la France Insoumise, alors de la NUPS. C'est ça. Donc vous êtes prêt à discuter avec eux, quoi? Ah ben je pense que dans la commission transpartisane, il faut qu'il y ait tous les partis, et peut-être même tous les groupes parlementaires, parce que finalement, s'il y a des réformes à porter, ce seront les groupes qui devront les voter. Oui. Bon, parce que Elisabeth Borne avait dit qu'il n'était pas question de discuter avec RN et NUPS. Donc on a du mal quand même à comprendre. Non, on ne bâtit pas des projets politiques avec la France Insoumise et avec le Rassemblement National, mais on discute avec tout le monde. Bon, vous dites merci au LR alors, ce matin? Je ne dis pas merci aux LR. Les LR ont pris leurs responsabilités. Quand même. Mais non, mais attendez, ils ne l'ont pas fait pour nos beaux yeux. Ils l'ont fait pour leur propre intérêt, eux aussi, bien compris. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'appel de Nicolas Sarkozy, justement, en disant qu'il fallait peut-être construire une nouvelle majorité avec les LR et Emmanuel Macron? Macron qui serait de droite, selon Nicolas Sarkozy. Avant de me poser la question de savoir si c'est souhaitable, je me pose la question de savoir si c'est possible. Or, je ne vois pas que ce soit possible. Cela fait des mois que les trois candidats à la présidence des LR tapent comme des sourds contre Macron et contre nous, et depuis quelques semaines, ils tapent comme des sourds contre Nicolas Sarkozy. Donc je vois mal que l'appel de Nicolas Sarkozy puisse être suivi des faits par les responsables républicains. Et vous estimez qu'Emmanuel Macron est de droite, justement? En aucun cas. Moi, je reste attaché au dépassement, même si nous devons nous poser la question de savoir si ce fameux dépassement qui consiste à réunir dans une force centrale des personnes venues de droite et des personnes venues de gauche, ce que nous avons parfaitement réussi à faire jusqu'à présent, ne laisse pas d'espace trop important à nos marges aux extrêmes. Ça, c'est une vraie réflexion politique que nous devrons avoir dans notre majorité dans les semaines et les mois qui viennent. À propos des extrêmes, beaucoup ont reproché, notamment évidemment à gauche, la rencontre d'Emmanuel Macron avec Giorgia Meloni, la nouvelle femme forte de l'Italie. Quel est votre regard? C'est juste ridicule. Pourquoi? Parce que Giorgia Meloni est issue d'un scrutin démocratique absolument incontestable dans un pays qui a des institutions qui fonctionnent parfaitement bien. Elle est légitime à gouverner le pays. Nous pouvons, et c'est le cas, avoir des oppositions radicales vis-à-vis d'un certain nombre de ses positions. Nous serons peut-être amenés à faire apparaître des divergences fortes, notamment sur la politique européenne, entre ses positions et les nôtres. Mais si nous ne discutons pas avec notre allié italien, mais c'est absolument absurde. Non, ce que traduit l'accès au pouvoir de Giorgia Meloni, c'est une crise démocratique dans ce pays, mais qui est une crise qui touche tous les pays. D'une certaine manière, la situation française est symptomatique aussi de cette crise démocratique. Nous devons absolument apporter des réponses fortes, rapides à cette crise démocratique, sans quoi, en effet, les extrêmes auront la part belle. Et chez nous, la crise démocratique, elle peut trouver des réponses dans des évolutions des institutions, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi dans une transformation radicale de nos services publics. C'est l'objectif que poursuit le Conseil national de la refondation. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs aller
encore plus loin. Oui, c'est ça. Alors, sur cette transformation, est-ce que la majorité est fatiguée là, par ce qui s'est passé, les députés parlementaires? Est-ce que le gouvernement aurait dû déclencher le 49.3 plus vite? Non, parce qu'il y a des questions, je vois des critiques ici et là, au sein de la majorité. J'entends ou je lis l'idée que nous serions fatigués. Cela me met hors de moi. Ouais. Nous n'avons pas été élus pour nous reposer. Oui. Nous avons été élus pour représenter les Français. Cela suppose un certain nombre d'obligations, parfois de contraintes. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est les assumer. En revanche, nous avons été aussi élus, députés de la majorité, pour poursuivre et sans doute accélérer des transformations du pays pour le bien de nos concitoyens. Et aujourd'hui, la situation politique dans laquelle nous sommes nous freine dans cet élan. Ça, c'est un vrai sujet. Mais le sujet n'est pas de savoir si nous enchaînons 5 séances de nuit dans la semaine. Ça n'est pas un problème. Pourquoi il y en a qui le disent, quoi? Ils se sont plaints Aurore Berger. Aurore Berger est une bonne présidente? Une excellente présidente, et c'est un ancien président de groupe qui vous le dit, qui sait la lourdeur de cette tâche, sa complication et les critiques qu'on y subit. Aurore Berger gouverne parfaitement bien notre groupe, de façon extrêmement participative, extrêmement active. Elle a tout mon soutien. Oui, les prochaines épreuves pour vous, entre guillemets, c'est à la fois des grèves qui sont annoncées avec des mouvements sociaux de nouveau, et puis la réforme des retraites. Les grèves, vous savez, personne ne sait ce que ça peut donner. La situation sociale, la météo sociale, le pronostic social est très aléatoire. Ce qui est certain, c'est que nous faisons tout pour éviter ça. Nous avons un budget, nous y revenons, un budget de la sécurité sociale, nous y revenons, qui pose un certain nombre de mesures qui sont fondamentales pour faire en sorte que les Français ne subissent pas trop violemment le choc inflationniste qui est le nôtre. Par ailleurs, le ministre de l'économie et des finances, depuis des mois et des mois, dit aux entreprises, quand vous le pouvez, augmenter les salaires. Cet appel est encore plus d'actualité aujourd'hui. Les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Nous ne pouvons pas le faire à leur place, mais qu'elles sachent parfaitement que si une situation sociale se dégradait du fait que cet appel ne serait pas entendu, elle serait en position aussi difficile que le gouvernement et que le pays tout entier. Gilles Legendre, dernière question. Comment vous percevez Rishi Sunak qui devrait être le Premier ministre en Grande-Bretagne, le nouveau Premier ministre? Le scénario que vient de vivre le Royaume-Uni est une illustration de plus des complications que connaissent aujourd'hui les démocraties partout dans le monde. Ce qui est intéressant avec le Royaume-Uni, c'est que d'un côté, ils ont une crise redoublée parce qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne, mais qu'il est de notre intérêt, même quand ils ne sont plus de l'Union européenne, nous Européens, qu'ils résolvent rapidement cette crise, parce que nous ne sommes pas dans une cloison étanche avec le Royaume-Uni. Ils ne sont plus dans l'Europe, mais ce qui arrive chez eux peut très vite dégénérer sur l'ensemble des marchés, sur l'ensemble des économies mondiales. Donc il faut absolument que Rishi Sunak réussisse. Merci beaucoup Gilles Legendre, député Renaissance, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. On va commenter d'ailleurs avec Éric Revel, Philippe Bilger dans un instant, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, et puis tous les autres sujets dans l'actualité qui vous interpellent. 0826 300 300.